Henri Rousseau est célèbre pour ses tableaux de forêts vierges imaginaires où vivent des fauves. Il fut un remarquable peintre de paysages autour de Paris. Né à Laval en 1844, il ne bougea guère de Paris où il vécut sur la rive gauche. On ne sait pas comment il devint peintre. Un homme de 41 ans est apparu comme peintre en 1885 au premier salon organisé par des artistes non admis au salon officiel. On appelait Rousseau le douanier car il était employé à l'octroi, qui était une sorte de douane aux portes de Paris. Ce salon, organisé par des artistes non admis au salon officiel, se tenait en dehors des conventions du monde artistique et littéraire parisien. Rousseau ne faisait confiance qu'à son intuition. Il a été remarqué par Paul Signac qui l'invite à exposer à ce salon. Pissarro remarque ses qualités de coloriste. Picasso, en 1895, organisera pour lui un célèbre banquet. Rousseau est un paysagiste intuitif qui ne respecte pas la méthode permettant de donner une image plane de la perspective. À 42 ans, Rousseau ne peint qu'à ses heures de loisir, mais il se sent l'égal des plus grands. Il étonne par sa vision fantastique de la nature. Le clair-obscur dramatise cette simple scène d'un couple déguisé dans un jardin public. La lune est pleine et le ciel est assez clair. L'ombre est exagérément épaisse sous les arbres sans feuilles. Les deux personnages sont perdus sous une immensité de ciel où se dressent des arbres inquiétants. Les personnages sont éclairés à rebours du contre-jour auquel ils devraient être soumis dans une blancheur qui fait écho à celle de la lune à l'autre extrémité du tableau. Le regard doit se dédoubler pour saisir de face les deux personnages et en même temps se lever jusqu'à la lune haute. La promenade dans la forêt. La vue se perd dans la profondeur des taillis de la forêt qui n'a rien d'inquiétant. Le mouvement de la promeneuse est suspendu. Nous sommes devant une énigme. La femme serait Clémence, la première femme de Rousseau. La pointe du parapluie n'est pas posée au sol, quoique le corps penché en avant donne l'impression de s'appuyer dessus. Le bras gauche, main ouverte, se lève ou retombe. La dame, en robe sombre, apparaît entre deux arbres sombres alors que le reste du tableau est aérien et lumineux dans une ambiance claire qui est la caractéristique de l'impressionnisme triomphant. Moi-même, portrait paysage. Rapport étrange entre le personnage et le décor sur lequel il est peint, comme sur un fond. Rousseau s'est peint avec à la main les outils du peintre, palette et pinceau, coiffé d'un large béret, considéré alors comme une coiffure typique d'artiste. Fièrement debout sur un quai de la Seine, là où à l'époque il est encore employé à l'octroi. C'est une des premières entrées en peinture de la jeune Tour Eiffel. Rousseau la salue comme une héroïne annonçant un monde meilleur. Rousseau croit au progrès technique et social dans la mouvance des francs-maçons. Comme le peintre qui pose, en pied, tout semble figé, même les nuages aux contours nettement découpés, même le ballon qui apparaît comme une tache dans le ciel, même les drapeaux. Le trait du dessin de Rousseau enserre toute forme, sauf celle du curieux petit soleil rouge encore haut derrière un nuage. Les deux noms sur la palette évoquent les deux épouses de Rousseau, Clémence disparue en 1887 et Joséphine avec laquelle il convolera en 1890. L'octroi. Paris est entouré de fortifications qui séparent la ville de sa banlieue. Sur cette frontière de la capitale, l'octroi perçoit des taxes sur des marchandises
dont la circulation n'est pas libre à l'intérieur même du pays. Les deux gabelous sont en faction, l'un vers la ville, l'autre vers l'extérieur, armés de leurs sabres, ainsi que les Rousseau lui-même. Ce paysage témoigne de sa vie professionnelle. Sur la gauche, la perspective s'aligne sur la flèche noire d'une église, alors que toute la partie droite est murée par une rangée d'arbres. Au centre-gauche, la zone est construite sur la ligne de la grille, du mur, des réverbères et est appuyée sur le personnage central dignement au garde-à-vous. Premier plan sommaire dans la masse d'un aplat imposant. En arrière-plan, une échappée de ciel qu'affectionne Rousseau à ses débuts. Surpris. Un étonnant paysage exotique à la végétation aussi foisonnante qu'irréaliste, inondé de pluie, balayé par le vent. Un tigre à la gueule bien ouverte se replie sur lui-même sans qu'on sache si la crainte le rétracte ou s'il se prépare à bondir. Rousseau attendra plusieurs années avant de produire de nouveau ce type de tableau. Précision du dessin, richesse tourmentée de la composition, splendeur des couleurs. La guerre, composition dans le sens horizontal, immense ce cheval noir lancé au grand galop. Il sert de monture à la guerre, qui de sa main droite brandit une épée et de la gauche porte une torche enflammée. À terre gisent des monceaux de cadavres. De la nature, il ne reste que deux arbres dépouillés de leurs feuilles, l'un gris, l'autre noir. Des corbeaux se précipitent, attirés par l'odeur du sang. La terre ne porte pas le plus petit brin d'herbe. Rousseau vient de prendre sa retraite, il a 50 ans. Il dénonce la guerre entre Goya et Picasso. La fabrique de chaises à Alfortville. Quand il s'attache à peindre une réalité qu'il observe, brossant une esquisse sur le motif avant de passer à l'atelier, il s'efforce d'être précis dans son relevé des éléments. Il ne maîtrise pas les règles de la perspective et il n'a guère le sens des proportions. Ce paysage un peu banal de la banlieue échappe à l'imaginerie conventionnelle par l'étonnante déformation de la rue au premier plan. Le sol semble se dérober devant la maison dont la stabilité de géométrie rigoureuse n'est qu'un leurre. Le monde bascule, même si les minuscules personnages noirs ne semblent pas s'en préoccuper. La bohémienne endormie. Rousseau a écrit sur le cadre du tableau « Le félin, quoique féroce, hésite à s'élancer sur sa proie qui, harassée de fatigue, s'est profondément endormie. » Mais pour essayer de vendre ce tableau au maire de Laval, sa ville natale, il écrit au maire « Un lion passe par hasard, la flaire et ne la dévore pas. C'est un effet de lune très poétique. » Rousseau a, pour son deuxième essai dans l'exotisme, peint le désert. La scène est réduite à l'essentiel, avec ses éléments figés dans l'immobilité. La queue dressée du fauve s'inscrit sur une ligne que ponctue fermement l'œil grand ouvert de l'animal. Pour fêter bébé, on peut considérer que le décor a un sens. L'arbre du premier plan, aux branches légères, est le symbole de la croissance de l'homme. Les fleurs sont la jeunesse et évoquent le printemps. L'arbre, bien fourni du second plan, est une image de la maturité dans la plénitude des formes. Les arbres du fond à droite sont éclairés d'une lumière rougeoyante qui est celle de l'automne. Rousseau a eu quelques difficultés à traiter le volume des chaussures, mais l'herbe lui a permis de les dissimuler. Le bébé est éclairé de face, mais l'arbre à sa gauche donne l'ombre de son tronc en oblique. La noce. La photo est vite devenue un des éléments rituels du mariage. Rousseau s'est inspiré d'une photographie pour peindre ce tableau,
exposé au Salon des Indépendants de 1905, année où naquit le fauvisme. Nous ne savons rien de la famille représentée. Blanc et noir, vert et bleu entretiennent un double dialogue, à peine ponctué de quelques bruns et d'un peu de rouge. Rousseau a imposé cette composition par la franchise de sa couleur. Lion ayant faim. Tableau de grande dimension. 202 par 302. Ce tableau indique que l'artiste se sent sûr de lui dans un genre qui n'appartient qu'à lui. Rousseau a écrit « Le lion ayant faim se jette sur l'antilope, la dévore. La panthère attend avec anxiété le moment où elle aussi pourra avoir sa part. Des oiseaux carnivores ont déchiqueté un morceau de chair. » Il a la mentalité des artistes primitifs qui dessinaient sur les rochers des cavernes des profils de roc. Les critiques ne sont pas toujours des compliments, mais il a l'honneur d'être sélectionné par l'illustration pour une double page. Au salon de 1905, Louis Vaucel, ricanant à propos de fauve, a baptisé, sans le vouloir, le fauvisme. Joyeux farceur. Dans la végétation luxuriante, l'artiste fait jouer plusieurs singes. Il emprunte têtes et silhouettes à des gravures ou des photographies. Il s'agit d'une sorte de rébus surréaliste avec les accessoires que sont une bouteille de lait, un long bâton, un gratte d'eau. S'agit-il d'un souvenir de zoo transporté dans une forêt vierge? Un petit animal semble rêver dans les feuillages. Un petit rapace bien tranquille, auquel fait pendante une grappe de fleurs blanches, observe la scène. Ces farceurs n'ont pas l'air en fait tellement joyeux. La charmeuse de serpent. Cette belle charmeuse est éclairée par la pleine lune. Cette Ève africaine, nue et debout, fixe un regard d'une étrange acuité. Cette inquiétante charmeuse apparaît comme une masse obscure. Le vert sombre domine à contre-jour. Note de rouge pour les oiseaux. Le peintre a joué de la lumière sur le premier plan afin d'organiser l'ouverture d'eau et de ciel de la partie gauche pour dévoiler la masse confuse de la forêt vierge. La femme est grossièrement dessinée alors que la végétation est très réussie. Les serpents sont d'une rigidité peu naturelle. Bord de l'Oise. Bien paisible vue de rivière. Rousseau a traité ce thème à sa façon, ferme. L'impossibilité dans laquelle il est de suggérer le mouvement fige ces deux barques dans une nette immobilité alors que le gonflement des voiles et l'orientation des fanions témoignent de la présence du vent. Les deux aplats blancs des voiles soulignés d'une tache rouge paraissent découpés dans le tableau. Ils constituent deux notes aiguës dans la lumière de fin d'après-midi qu'affectionne le peintre. Le dessin linéaire du rivage fait une niche pour chacune de ces embarcations et contribue à solidifier cette partie inférieure du tableau en opposition à des nuages très aériens. Composition audacieuse avec une grande ouverture dans le ciel dans la partie supérieure droite. Vue du pont de Sèvres. Rousseau est un homme moderne qui croit à la science et au progrès technique. Il n'a pas peint de train, mais il a mis dans ses tableaux des usines qu'on trouvait d'ordinaire peu poétiques. Il fut l'un des premiers à rendre hommage à la technique métallique de la Tour Eiffel. Il n'a pas attendu pour célébrer les débuts de l'aviation. L'avion est ici en compagnie de ses deux ancêtres, un ballon et un dirigeable. Ils sont tous trois posés dans un vaste ciel qui est de la même teinte que l'eau de la Seine où se concentre la lumière. Rousseau marie les fermes constructions géométriques, la végétation fantaisiste et les grands vides de l'eau et du ciel. Il réussit à faire que les trois objets volants soient parfaitement intégrés dans le tableau. Joueur de football.
Apollinaire a vivement critiqué Rousseau à propos de ce tableau. Le douanier manque trop de culture générale, on ne peut pas se laisser aller ainsi à son ingénuité. Le temps a montré que l'ingénuité de Rousseau était une qualité formidable. 4 élégances sportives se livrent à un sport nouveau qui est le rugby. Vue de Malakoff. Rousseau travaille les détails de ses tableaux, conservant une naïveté voulue. Dans la lumière du soir, la présence insistante des fils électriques peut faire penser qu'il y a là un hommage à l'électricité. Amateur de couleurs chaudes du soir, Rousseau a réussi une composition bien appuyée sur des noirs décidés. Composition tenue par une clé de voûte qui est la petite dame en noir du premier plan. Le combat du tigre et du buffle. Rousseau invente une flore qui n'appartient à aucun monde connu et qui a surtout une fonction plastique. Il cherche une inspiration dans les serres du jardin des plantes et interprète ensuite les éléments en fonction de son imagination et des besoins du tableau. Le décor l'emporte sur la scène et les fauves bien peu vivants n'ont rien de l'animalité de ceux de Delacroix. Plus que le tigre et le buffle, ce sont 2 grands arbres porteurs d'imposantes fleurs bananes qui tiennent la vedette, éclatant dans le réseau touffu et vert. 2 groupes d'oranges dont 4 sont tombés gracieusement pour animer le devant du tableau. 3 fleurs rouges sombres leur répondent dans le ciel. Les 2 animaux n'ont pas d'autre rôle que de donner à l'ensemble un centre placé très bas. Une vue des bords de la Bièvre. Rousseau, alors âgé et fatigué, a sans doute peint ce bord de Bièvre d'après une carte postale. Paysage extraordinaire par son ampleur lyrique. Ces grands arbres très graphiques, en arabesque dans le ciel, s'opposent à la pesanteur des choses terrestres. La barrière, l'aqueduc, les troncs rigides, les chemins au cordeau. La nature est ici bien ordonnée, contrairement à celle des paysages exotiques. L'étonnante construction du tableau, appuyé sur le rectangle aqueduc-barrière à droite, est au bord du déséquilibre comme si tout cela allait bientôt tourbillonner. Minuscules dans cette immensité, les promeneurs paraissent étrangers à la poésie des feuilles qui volent dans le ciel. La muse inspirant le poète. Ce portrait paysage nous présente Apollinaire et sa maîtresse, le peintre Marie Laurencin. Marie Laurencin s'est trouvée caricaturée, mais au grand poète ne fallait-il pas une grosse muse? C'est ce qu'affirma Rousseau. Rousseau admirait Apollinaire et collait dans un cahier spécial tous ses articles pour en lire au cours de soirées amicales qu'il organisait dans son atelier. Le poète était peu assidu aux séances de pause. Vue de l'île Saint-Louis prise du quai Henri IV. Rousseau avait passé sur ces quais des jours et des nuits quand il était de service à l'octroi. On aperçoit classiquement Notre-Dame. Le ciel est dégagé. La tache rouge du drapeau relève une harmonie qui sinon serait un peu fade. Le petit bonhomme au premier plan nous rappelle les employés de l'octroi, et il donne à ce paysage en oblique un point d'appui. Le jardin du Luxembourg, monument Chopin. Rousseau a toujours aimé le jardin du Luxembourg. Il s'y est promené avec Clémence et les enfants, et avec Joséphine sans doute. C'est dans ce parc que se trouvait le musée du Luxembourg, où était exposé un art trop jeune pour entrer au Louvre. Ce tableau fut acquis par Ambroise Vollard qui, après avoir défendu Cézanne, s'intéressa à Rousseau. Le musicien Rousseau, qui jouait du violon, a choisi cette vue du jardin en hommage à Frédéric Chopin. La situation du monument à un angle d'allée permet au peintre de réaliser une de ces perspectives courbes dont il a le secret. Paysage exotique.
En janvier 1909, Rousseau est accusé aux assises d'une tentative d'escroquerie aux dépens de la Banque de France. Il a trop écouté un beau parleur qui a abusé de sa naïveté. Il a passé 1 mois en prison, mais son avocat a démontré qu'il a simplement cru rendre service. Le tableau serait une toile allégorique où chaque orange serait un argument massu destiné à bombarder le ministère public. L'avocat affirme que son client est un peintre du Moyen Âge. Vous n'avez pas le droit, dit-il, de condamner un primitif. L'accusé s'en tire avec 2 mois de prison avec sursis. Le rêve. Tableau de 2 mètres sur 3 mètres. Le plus fantastique de ces tableaux exotiques. 2 lions dont l'un a le regard mauvais et dont l'autre montre une curiosité sans apparente méchanceté à l'égard de cette femme nue, à l'opulente chevelue qui se pavane au clair de lune sur un divan. Un éléphant caché derrière une végétation dense semble aussi attiré par elle. Les fleurs aux couleurs douces sont nombreuses et imposantes. Rousseau écrivit « Cette femme endormie sur ce canapé rêve qu'elle est transportée dans cette forêt entendant les sons de l'instrument du charmeur. » Cheval attaqué par un jaguar. Toujours la jungle impénétrable. Un entremêlement de plantes diverses et une dominante verte fortement nuancée. Dans la partie gauche, d'étonnantes branches-feuilles dirigent leurs pointes vers les 2 animaux. Le reste de la végétation est plus serein. Des fleurs en touches de couleurs articulent l'espace. Cheval blanc sommairement dessiné, avec ses jambes maigrelettes en équerre, mais dont la tête très fine est ornée d'une crinière blanche. Il a une étonnante expression de calme mélancolie. Rousseau mourra seul de la gangrène à l'hôpital Necker quelques mois plus tard.